On estime qu'il y aura entre 275 et 300 millions de francophones à travers le monde. Elle est la langue officielle de quelques 29 pays. Et selon une étude, on prédit que dans une trentaine d'années, suite au boom démographique et économique de l'Afrique, elle pourrait être la langue la plus parlée dans le monde, devançant, imaginez, même le mandarin et l'anglais. Au cours des 60 prochaines minutes, je vous invite à faire la connaissance de gens qui ont adopté la langue de chez nous. Allez, suivez-moi. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Bonjour Jim. Bonjour. Alors toi, tu habites au Québec depuis combien d'années? Je suis né au Québec. OK. La raison que je suis né au Québec, c'est parce que mon famille vient des États-Unis. Moi, ma famille sont des immigrants de la Grèce. Ils sont immigrés aux États-Unis. Mais ma mère était peur que je vais être dans l'armée, puis elle ne voulait pas. C'est-à-dire qu'on était... elle avait une pensée qu'elle va en avoir un garçon, puis elle est rentrée ici pour m'avoir. C'est-à-dire que je suis né ici à Québec. On a déménagé un peu plus tard. C'est-à-dire que je suis ici toute ma vie presque. Mais j'ai tout le temps travaillé aux États-Unis, la plupart de ma vie. Donc ta langue première, c'est l'anglais? L'anglais. Tu parles aussi le grec, j'imagine? Oui. Le français, ça a été la troisième langue que tu as appris? Troisième. La troisième. As-tu éprouvé beaucoup de difficultés à apprendre cette langue? Well, oui et non, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que chez nous, c'était le grec puis c'était l'anglais. Ma mère parlait un peu le français, mais pas comme parfait. Mais ils m'ont envoyé à l'école, à l'école d'immersion, que je peux apprendre le français comme il faut, mais j'avais des amis qui sont francophones. La seule chose, c'est pour moi, je trouve le plus de difficultés en conjugation féminin-masculin. Mais à part de ça, j'essaie. C'est ce qui est important aussi. C'est ça qui était. J'essaie tout le temps. Mais si tu demandes à mes enfants, je tue la langue française. Juste pour te dire ça, juste ce que tu l'as. Puis qu'est-ce qui t'a le plus aidé à apprendre le français? Est-ce qu'il faut que je dise la vérité? J'ai sorti avec des filles francophones. Ça, c'était le plus facile. Quand tu sors avec quelqu'un qui est francophone, c'est un peu plus facile parce que tu essaies quand même. Puis la meilleure chose, puis qu'est-ce que je demande au monde, c'est vraiment de me corriger s'ils peuvent, parce que des fois, ça prend ça. C'est juste ça. Ça m'aidait beaucoup. Puis après ça, mes amis. Puis moi, j'étais correct avec tout le monde. J'ai jamais eu des problèmes. J'ai voyagé assez à Québec. Je dis que c'est super, il faut s'adapter à où est-ce qu'on reste. Puis le monde ne comprend pas. Puis moi, souvent, je vais blaguer avec du monde. Il vient ici, puis il me dit « Ah, tu demeures à Québec? » Oui. Je dis « Ah, tu viens de Toronto, tu viens de Canada? » Parce que, tu sais, Québec, c'est vraiment une autre place, une place qui est vraiment plus... C'est comme un autre pays, essentiellement. C'est vraiment ça. Puis le monde ne comprend pas. Grâce à la langue française, tu penses? Ça aide beaucoup. Mais je pense que la culture aussi, le monde, ils sont plus ouverts, ils sont gentils. Mon père était aux États-Unis, puis il aimait mieux le Québec qu'à l'extérieur. Il était aux États-Unis, puis il trouvait ici, c'était mieux pour lui. Justement, parlant de famille, toi, tu as des enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants que tu as décidé d'envoyer à l'école française. Oui, je les ai envoyés à l'école. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un programme ici à Hillcrest Academy qui était des immersions pour les enfants anglais d'apprendre le français comme il faut. Parce que je trouvais, comme moi puis mon ex-femme, on ne parlait pas le français exactement comme très bien. C'était dur pour nous, puis on voulait les envoyer quelque part qui a plus de chances d'apprendre le français comme il faut. Le programme ici était arrêté, puis quand c'était arrêté, c'était vraiment intéressant, mais c'était arrêté, puis après ça, on n'avait pas grand choix que de trouver une autre place. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'école Notre-Dame de Sion, qui est une très bonne école, qui a vraiment appris les enfants d'apprendre, de parler le français comme il faut. Puis je l'ai envoyé là-bas, mais c'est une école privée, ça coûte 10 000 par année. Penses-tu que ça va les aider à réussir dans la vie, le fait de parler français? Ça a déjà aidé. Oui? Ça a déjà aidé. Ma fille est infirmière, elle a fini McGill, elle l'aide déjà dans l'urgence. Puis, elle travaille avec le monde francophone tous les jours. C'est-à-dire que ça l'aide. Mon fils aussi, il va au collège, mais il prend des cours en anglais et français. Parce que dans la vie, si tu restes à Québec, il faut que tu parles français. C'est juste ça. C'est pas plus que ça. Pour quelle raison c'est nécessaire? Parce qu'en vie ici, si tu vis ici, tu parles français. That's it. C'est fini. Y a pas de... Si tu vas en Grèce, il faut que tu parles grec.
Right? Si tu vas en Italie, tu vas parler italien. Sinon, ça va être très dur une vie. Right? C'est-à-dire que si tu demeures au Québec, tu parles français. Avant de se quitter, Jim, je voudrais juste te dire un gros merci. Autant pour te donner autant à essayer d'apprendre la langue française, autant pour avoir envoyé tes enfants à l'école francophone également. Ça va faciliter leur intégration, mais aussi ça va permettre à la langue française de continuer de vivre. Tu fais beaucoup d'efforts, puis ça me plaît de voir des gens comme ça qui arrivent puis qui se forcent pour s'intégrer, se mélanger à la culture qui est déjà présente. Tu apportes autant qu'on t'apporte, j'imagine. Alors, un gros merci pour cette entrevue, autant que pour tout ce que tu nous apportes ici au Québec. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci. C'est pas la matière qui manque pour cette première table ronde. D'abord, Florence Lefebvre-Gagnon, qui a fait justement ce reportage et les reportages qu'on va voir ensuite, qui est aussi chanteuse. Oui. Hein? À côté de moi, Caroline Lessard, qui est gestionnaire, et Linda Tali, chanteuse, auteure, compositrice d'origine algérienne et conférencière. Est-ce que j'ai bien placé tout ça? Oh, ça, oui. OK. Merci. Ça fait combien d'années que tu es ici au Québec? Ça fait 25 hivers. Ça fait 25. On compte ça en hiver. On compte en hiver. Je vous lance la question, les filles. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce témoignage? Bien, tout d'abord, le fait que Jim, qui parlait déjà anglais, aurait pu tout simplement s'intégrer au monde d'ici au Québec en parlant anglais, parce qu'on sait très bien qu'à Montréal, on parle beaucoup anglais. On peut fonctionner en anglais, oui. Absolument. Ouais. Puis lui a décidé, malgré tout, d'apprendre une autre langue qui est quand même assez complexe, on va se le dire. Oui. Autant au niveau des conjugaisons du masculin et du féminin, c'est quand même assez complexe. Puis il se donne la peine d'essayer, puis d'essayer de s'intégrer. Il veut qu'on le corrige, il veut que... il veut s'améliorer finalement, puis il décide d'envoyer ses enfants à l'école francophone également pour leur permettre de s'intégrer autant, puis de permettre à la langue française de survivre dans son milieu, finalement. Puis toi, Linda, tes enfants, ils ont grandi avec les deux langues? Mes enfants, ils sont nés ici Oui. et ils parlent français. Juste le français. Ils parlent le français. Ils parlent un petit peu anglais, bien évidemment aussi. Arabe quand je suis fâchée. C'est pas très joli. Mais sinon, c'est ma langue maternelle, le français. Donc, même si je suis née en Algérie, j'ai parlé le français avant l'arabe algérien et l'arabe, je l'ai appris à l'école. Donc, je rêve en français et ils rêvent aussi en français. Ça, c'est fort. Quand les gens disent « quand je rêve en français », c'est donc que je suis entièrement dans la culture. Vous êtes québécoise, Oui. d'origine, les deux parents. Oui, origine de la Beauce. De la Donc, Beauce. c'est très francophone dans mon coin. À quel moment vous avez vu justement que le portrait de la Beauce a commencé à changer grâce à l'immigration? Est-ce que vous l'avez senti, ça? Moi, de l'époque que j'étais là, pas vraiment. Et encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, malgré que j'entends qu'il y a des Mexicains, par exemple, l'été, ou même à longueur d'année aussi, qui sont rendus, qui sont là. Et j'entends dire qu'ils apprennent le français aussi. Ils n'ont pas le choix parce que c'est tellement francophone autour d'eux que c'est une... Il faut absolument que tu parles, sinon c'est fini, tu n'as pas de contact avec l'extérieur. Oui, mais moi, si... je suis étonnée quand même de savoir qu'à Montréal, il y a des endroits où est-ce qu'on ne parle que français, qu'anglais. Qu'anglais, oui. Des gens qui sont nés ça. ici puis qui parlent qu'anglais, qui n'ont jamais appris le français. Est-ce que vous sentez que le français est menacé? Est-ce que vous le sentez autour de la table? Non, mais je pose la question parce que... Non, tu as raison, mais j'aime pas le mot menacé. Il faut la garder vivante, la langue. Et une langue, il faut la parler. Il faut la rendre toujours attrayante. Il faut qu'elle évolue. Il ne faut pas qu'elle soit statique. C'est comme ça qu'elle devient de plus en plus attirante pour les nouvelles générations. Qu'elle soit menacée, je ne pense pas. Tout comme le portugais n'est pas menacé parce que l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde, tout comme le russe ne va pas être menacé non plus parce que l'anglais... Mais n'empêche qu'on est enclavé avec une mer d'anglophones. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre des murs autour. Non, ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts à la rendre attrayante, cette langue-là, qui est très, très complexe. Il y a quand même Mais des je suis mesures qui sont d'accord, mises en place pour garder la langue française vivante aussi. Oui, ça, j'étais étonnée, oui. mais je savais, mais jusqu'à quel point on facilite l'intégration, non seulement l'apprentissage de la langue française, mais l'intégration aussi au niveau de la culture, parce que la culture, c'est essentiel. Oui. On a beau apprendre la langue, mais la culture, c'est la base, Oui. c'est le canevas. Mais moi, je suis d'accord à la faire évoluer. Tu as raison, il faut vraiment intégrer des nouveaux mots. Ça, je suis d'accord avec ça.
Mais quand même, il faut être prudent parce que, par exemple, dans mon milieu de travail, il y a beaucoup de gestion de projet et il y a énormément de mots anglophones qui viennent s'intégrer. Il y a Est-ce que tu parles d'anglicisme ou... Oui. Oui, OK. Bien, des Scrum terminologies. meetings, Oui, c'est vrai. daily meetings. Oui, c'est ça. Puis c'est des termes qui sont intégrés vraiment dans... Puis c'est vrai que quand on fait la translation... La traduction. C'est drôle que c'est le mot anglais qui arrive en premier quand même. En français, on dirait que ça n'a pas exactement le même impact. Mais quand même, je trouve qu'il faut quand même faire attention, sinon c'est trop facile d'utiliser les termes anglophones. Fait que, sans être menacé, mais il faut quand même la préserver. Il faut quand même être un peu des gardiens de notre langue. L'employer. L'employer aussi. Il faut vraiment l'employer et l'employer adéquatement aussi. Puis là, vous êtes deux chanteuses à chaque bout de la table. Oui. Est-ce que la culture anglophone que l'on chante beaucoup est à quelque part menaçante? Et je vais encore utiliser le mot, mais est-ce qu'elle vient pas un peu tasser la belle chanson francophone que l'on a ici au Québec? Est-ce que vous le sentez, ça, de plus en plus? Je pense qu'il y a une place au soleil pour tout. Que ceux qui ont envie d'entendre de la bonne musique en français vont toujours pouvoir le faire. C'est sûr que le mastodonte américain est tellement gigantissime qu'il prend le monde entier. Puis quand il y a un artiste qui sort là, mais il sort dans le monde entier, forcément. De là à se sentir menacé, peut-être moi, je le prends pas comme ça. Toi, J'ai pas t'écoutes quoi l'impression comme de- musique? Mais moi, j'écoute un peu de tout. Oui. Un peu de tout, évidemment. J'écoute beaucoup de musique anglophone également, mais j'écris en français. J'écris toujours en français. C'est la langue dans laquelle je rêve. C'est la langue qui m'inspire aussi. Certains diront que le français est moins fluide que l'anglais, mais je pense que le français est une langue d'écriture qui est un peu plus complexe Plus de nuances. et plus de nuances, plus de... C'est finesse. poétique. Oui, C'est absolument. poétique. Il faut Absolument. plus la travailler pour que ça ait l'air beau, Bon. pour que ça soit présentable. Il faut que je vous arrête, les filles. On continue un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. On poursuit avec la langue de Chine. Bonjour Amina, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, je suis vraiment très, très heureuse que tu puisses venir en studio aujourd'hui avec nous pour parler de l'importance de la langue française. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Alors, d'où est-ce que tu viens, Amina? Moi, je viens d'Algérie. En Algérie, on parle français et arabe, c'est Oui. bien ça? La langue maternelle, c'est l'arabe. Mais le français, c'est vraiment la deuxième langue parlée en Algérie. Alors, pour toi, le français, dès ton jeune âge, c'était une langue importante. Oui, c'est la première langue qu'on va apprendre à l'école, en maternelle déjà, que ça commence la langue française. Donc, ça commence quand même très jeune. Tu es venue au Canada, ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà 22 ans. 22 ans. Et pour toi, adopter comme première langue, finalement, le français, est-ce que ça a été difficile ou c'était un choix simple? Ben, moi, je dirais plus un choix simple quand on a voulu venir ici vivre au Québec. La langue, c'était quand même un point qui nous encourageait parce qu'on connaissait déjà la langue. Donc, l'adaptation, quand même, elle est plus facile pour des gens qui ne parlent pas français. Donc, je pense, dès le début, c'était un bon choix qu'on a fait. À la maison, est-ce que vous parlez français ou arabe? Ben, on parle plus arabe que français. On parle français, mais en plus, en famille, on parle plus arabe que français. Puis, ton garçon, tu l'as envoyé à l'école française. Française, oui. Mon fils est né ici d'abord, puis je l'ai envoyé à l'école française, et puis il parle couramment français dès son jeune âge. Pourtant, il n'a jamais été en garderie, juste avec la télévision. Et pourtant, moi, je lui ai toujours parlé en arabe parce que je tenais quand même à ce qu'il garde sa langue maternelle. Parlant de garderie, toi, tu as une garderie. Oui. Et puis, je me demandais, est-ce que tu te vois quand même comme une ambassadrice, si on peut dire, de la langue française? Car t'es petit, finalement, c'est toi qui... Ben, ma clientèle est quand même 100% québécoise, puis ils parlent tous français. Quand même que ça reste, mon français, je dirais pas c'est pas un français quand même québécois. Si on parle de dialecte,
c'est pas la même chose. Donc, même moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle vraiment un Québécois, quand vraiment, il y a des mots que je comprends pas. Mais si on parle de langue, c'est sûr que mes enfants à la garderie parlent français comme moi. Moi, je les ai vus des Oui. petits à la garderie et je trouve que des fois, tu les reprends sur certains mots. Puis ça, je trouve que tous tes enfants parlent très, très bien français. Alors, bravo à toi. C'est important quand C'est même. important Oui. parce qu'ils sortent justement de ta garderie et ils ont déjà un très bon français. Oui. Écoute, Amina, je trouve vraiment ça super que tu sois venue aujourd'hui partager ton importance de la langue française pour toi. Alors, je te remercie beaucoup, puis à une prochaine. Tout le plaisir était pour moi et puis je vous remercie aussi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour, Monsieur Saul Polo, ça va bien? Salut Florence, ça va bien, merci toi. Très bien, merci. Alors vous êtes immigrant de la Colombie. Vous êtes arrivé ici au Québec à l'âge de 6 ans. Exact. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, l'intégration ici, lors de votre arrivée. Ben, l'intégration, quand on est jeune, c'est clair qu'on ne prend pas connaissance, disons, des difficultés. Tout est une découverte chaque jour, que ce soit à l'école, à la maison ou en ville. Et la langue aussi, c'est une belle découverte parce que, bon, ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais j'ai appris le français en arrivant ici au Québec. Donc c'est clair que quand on est jeune, on vit ça, puis on est émerveillé, disons, à chaque jour avec les choses qu'on découvre au fur et à mesure. Puis est-ce que ça a été une espèce de difficulté d'apprendre la langue française pour vous? Bien, c'est clair que c'est peut-être plus difficile quand les gens arrivent un peu plus âgés. Quand on est plus jeune, moi, j'ai eu à faire des cours à faire des cours en classe d'accueil au tout début. En deuxième année de primaire, j'ai fait 6 mois en classe d'accueil. Après ça, j'étais en classe régulière, mais c'est normal. Je pense que tout le monde a vu une certaine difficulté lorsqu'on arrive, mais le français étant une langue latine, comme l'espagnol également, c'est clair que l'apprentissage se fait peut-être un peu plus facilement. Mais par la suite, la difficulté, c'est d'être capable de séparer les deux. Tu sais, on dit bicyclette, on ne dit pas bicycletta, mais tout ça fait partie, si on peut dire, de la beauté de cet apprentissage-là, de cette expérience-là. C'est quoi exactement une classe d'accueil? Voulez-vous nous expliquer? Bien, une classe d'accueil, généralement, c'est pour les enfants d'immigrants qui n'ont pas le français comme langue maternelle et donc qui, avant de les intégrer dans des classes régulières, si on peut dire, vivent un apprentissage, un accéléré du français qui leur permet par la suite de s'intégrer aux classes régulières à l'école primaire ou à l'école secondaire. Pourquoi le français plutôt que l'anglais? Bien, il faut dire que, en fait, c'est pas une obligation. Je pense que c'est une excellente décision que le Québec a prise dans les années 70 d'avoir décidé que le français était la langue unique, la langue commune, la langue principale pour le Québec. C'est une richesse. Et en plus de ça, moi, je trouve que quand on domine ou quand on maîtrise plusieurs langues, ça vient enrichir aussi notre utilisation de la langue française en tant que telle, surtout une langue qui a une base latine comme l'espagnol. Ça nous permet aussi des fois d'utiliser des mots, de traduire des mots de l'espagnol au français qui vient enrichir cette langue-là également. Fait que non, moi je pense que c'est une excellente décision. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire, en fait, depuis très jeune, que le français, c'est ma langue première. C'est peut-être pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue première. C'est la langue avec laquelle je réfléchis, je pense, et que je rêve également. Et pour vous, de parler français en tant qu'immigrant ici au Québec, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça représente? Bien, moi, je pense que c'est un élément fondamental de pouvoir dire qu'on se sent québécois, qu'on se sent vraiment pleinement intégré. Pas juste parce qu'on parle le français, mais c'est parce qu'à travers cette langue et sa richesse, mais ça nous permet aussi de comprendre non seulement le passé, mais également les choix de société qu'on a à prendre pour l'avenir également. Et je pense que c'est fondamental, c'est une richesse et c'est important de la partager avec ceux et celles qui arrivent également et de leur faire comprendre que c'est pas juste une langue d'usage quotidien qui représente un outil pour se trouver un emploi ou pour être capable de communiquer, mais c'est d'être capable de comprendre toutes les batailles qui ont été faites dans le passé, mais également l'importance de la chérir, de la protéger, de la promouvoir, non seulement au Québec, mais également à l'international. Justement, vous nous parliez d'emploi tout à l'heure. Pensez-vous que le français, c'est un outil primordial à la recherche d'emploi ici au Québec? Fondamentalement, oui. Mais moi, je pense que même à l'international, le français a été reconnu et est encore reconnu aujourd'hui comme une langue de la diplomatie, comme une langue qui est valorisée par de grands nombres de pays. On peut juste voir l'Organisation internationale de la francophonie ou d'autres organisations internationales de pays pour lesquels le français n'est pas la langue première ou la langue utilisée, mais qui souhaitent s'associer ou s'impliquer dans ces grandes organisations internationales. Et ça démontre justement l'attrait
que les 270 millions de francophiles, francophones dans le monde ont, les gens respectent beaucoup l'utilisation de la langue française. Monsieur Saul Palot, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci Florence. beaucoup. Florence, Caroline, Linda, d'abord, il mesure combien, C'est une très bonne ce question. grand monsieur? Probablement le double de ma taille. Il était immense, mais j'ai beaucoup aimé son témoignage. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans ce qu'il a dit, M. Saul Palot? Ben, mon Dieu. je trouve ça absolument... je trouve ça absolument remarquable de voir à quel point il est attaché à la langue française. C'est vrai. Ça c'est me vrai. touche. Ouais. C'est une langue qui est très chic. C'est une langue de communication dans le monde qui peut rassembler beaucoup. Il parlait de l'Organisation mondiale de la francophonie. On n'ira pas dans la politique qui est en arrière de ça, d'où découle tout ça également. Mais des lois pour protéger la langue ici, c'est vrai que c'est important quand même. Mais ça a été Ce vu que je comme ne étant comprends pas- restrictif au départ. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas pris quand on est arrivé avec la Charte de la langue française. Moi, je ne comprends pas encore aujourd'hui d'arriver... c'est clair, on est au Québec, on parle français. Puis c'est pas juste le Québec, c'est parce qu'en même temps, on s'ouvre à la francophonie mondiale. Parce que souvent, tu sais, c'est un peu réducteur de penser que seulement le Québec parle français. On sait que l'Europe aussi. Mais c'est le monde, là. C'est le Même monde Bradley entier. Cooper parle français. Oui, c'est vrai. On a vu la même entrevue. Sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, je vais rentrer dans une boutique, puis je vais dire bonjour, puis on me dit « Sorry, I don't speak French ». Ça arrive encore? Pour moi, c'est une fierté de parler plusieurs langues. Bien sûr. Quand je vais ailleurs dans le monde, Jim, je vais en Grèce, ça va me faire plaisir de rentrer dans une boutique, de dire Kalimera, Fraristo, pour discuter avec les gens. Ça me semble... C'est pas une fierté. Tu arrives quelque part, tu apprends une langue de plus. Oui, c'est absolument. Yes! Absolument. Puis toi, C'est de Caroline, l'ouverture d'esprit. tu vois beaucoup de nouveaux arrivants qui postulent Dans mon milieu de travail, ton milieu oui, de travail. effectivement. Comment est-ce qu'on les accueille dans un milieu de travail lorsqu'ils viennent d'ailleurs? Ils ne sont pas tous très francophiles au départ? Non, effectivement. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs réunions qui se font quand même en anglais. Mais nous, chez nous, on tient particulièrement au français. Alors, on a même un comité de francisation. Alors, c'est quelque chose où on fait très attention. Mais effectivement, il y a certains cas où est-ce qu'on doit les faire quand même en anglais. Mais le plus possible, on essaie de les faire en français. Puis on va parler de la culture. Oui. Dans ta famille, vous êtes passé de Québécois à famille recomposée avec des valeurs françaises? Bien, pas Est-ce qu'on nécessairement laisse avec des valeurs françaises. On est recomposé. En fait, mon père s'est trouvé une belle copine qui est française, qui a une fille également qui est française. Est-ce que c'était un choc ou au contraire, tout ça Pas du s'est tout. bien passé? Pas du tout, mais déjà le fait qu'on partage la même langue, Oui. ça a facilité la chose. Oui. Puis on n'avait pas tant de différences culturelles, j'ai l'impression. Autour de toi, est-ce que tu le vois, justement, je te dirais, le métissage de notre société québécoise? Est-ce que tu le Oui, sens? absolument. Moi, j'ai grandi à Brossard, dans un quartier très multiculturel. Ça l'était beaucoup à l'époque. On était, je pense, 3 Québécois dans mes classes à l'école. C'est vrai. Puis j'ai côtoyé des Algériens, j'ai côtoyé des Africains, j'ai côtoyé des Européens, j'ai côtoyé toutes sortes de personnes qui m'ont apporté beaucoup également au niveau culturel, évidemment. Et moi, je pense que les personnes que j'ai côtoyées qui avaient de la misère avec le français, entre autres, c'est important de les mettre à l'aise aussi, de leur montrer qu'on est là pour les aider et qu'on apprécie le fait qu'ils fassent l'effort de parler français. Absolument. Parce que certaines personnes auraient tendance peut-être à penser qu'ils ne sont pas assez bons, qu'on pourrait se moquer, que, tu sais... Puis c'est une barrière, j'ai l'impression. Et nous, en tant que francophones, je pense que c'est notre devoir, avec les gens qui arrivent, de leur montrer qu'on veut les aider, de les corriger de façon gentille, de leur montrer comment ça fonctionne, la langue française, finalement. Oui. Puis un des bons outils, c'est la culture, pour s'initier non seulement à la langue, mais aux us Il y et a de la coutumes. musique. Il y a la Ouais. musique. La en- musique en- pour ça. En effet. Puis, C'est vrai. effectivement, il disait que justement, le français, c'est également la culture, mais nous, les francophones, les Québécois aussi, on a tellement
une richesse de chanteurs, chanteuses qu'on peut facilement exporter, qui ont du succès C'est vrai, à travers le monde. ailleurs Oui, aussi. c'est vrai. Des fois, tu sais, c'est Mario Pelcha, il paraît qu'il fait un tabac Au Liban. c'est Oui, au Liban. Mais ça fait effectivement, longtemps que je fonctionne mais là-bas. oui, mais c'est une richesse Oui. qu'on a. Alors, faut l'exploiter. Et- Tout à l'heure, vous pensiez que, tu sais, au début, c'était peut-être vu réducteur de protéger la langue française, mais maintenant, je trouve qu'on a comme pris un nouvel angle de voir ça, de voir ça comme une richesse, autant que les gens qui viennent, qui s'installent ici et qui parlent d'autres langues. Moi, je trouve que ça amène de la richesse, nous, à Puis notre culture aussi. Puis, ce qui nous a beaucoup aidé ici au Québec, c'est de voyager dans d'autres pays aussi, de voir la réalité culturelle et linguistique de d'autres pays. Puis quand on revient chez nous, on dirait qu'on a un petit plus de fierté par rapport à notre langue française. Absolument. Les jeunes sont très ouverts. Je donne beaucoup de conférences, un tout petit peu partout dans les écoles secondaires surtout, et j'ai vu le changement de plus en plus de différentes ethnies. Les jeunes sont très ouverts, ils ne sentent pas leur langue menacée, ils ne sentent pas le français menacé. Mais c'est vrai, comme tu étais en train de dire un tout petit peu plus tôt, si on y va avec le fait d'encourager, de féliciter, au lieu de blâmer les gens parce qu'ils ne parlent pas le français, c'est une langue complexe. Quand on arrive et quand on est nouvellement immigrant, on vit beaucoup de choses. Il faudrait peut-être aussi rappeler aux gens qui nous regardent, qui sont peut-être allophones, en processus d'apprendre le français, que même pour nous, le français, c'est difficile. Oui. Surtout l'écrire. C'est une langue très difficile. Donc, féliciter les gens, Oui, absolument. y aller par l'encouragement plutôt que de taper sur les doigts du monde. Ça conclut notre table. Je vous remercie infiniment d'y avoir participé et on poursuit avec la langue de Chine. Moi, je suis libanaise, d'origine libanaise, mais j'ai vécu au Koweït pour 20 ans. Et après, je veux visiter ma famille ici parce que mon frère, mes sœurs, ils vivent ici. Je suis venue ici en 20 juin 2017. Mais mon frère, sa femme est tombée malade, elle a un cancer du sein. Et il m'a dit, on reste ici. Et au Liban, mon ex, il m'a menacé, il m'a dit, je veux te tuer parce que c'était le mariage de mon fils. Il ne m'a pas laissé attendre la cérémonie de mariage de mon fils. Comment vous vivez ça aujourd'hui? Ça fait longtemps? Ou... Non, ça fait 1 an. OK. Oui. Ça fait 1 an que vous n'avez pas vu vos enfants? Non. Wow. Et même, ils parlent pas avec moi. J'ai payé leur payé pour les écoles. OK. J'ai payé tout, mais après, il m'a dit, il m'a menacé si tu parles avec tes enfants, parce que maintenant, ils ont gradué, ils n'ont pas besoin de moi. Il lui dit si tu parles avec ta mère, parce qu'il était en train de sucer mon sang, quand on dit, il a pris tout de moi, et maintenant il n'a pas besoin de moi, il ne faut pas parler avec ta mère, comme ça. Vous avez choisi le Québec et le Canada. Oui. Pourquoi avoir choisi le Québec et le Canada? Parce que j'ai mes sœurs ici et mon frère, et c'est un pays, on parle de la liberté, il n'y a pas de discrimination. Pourquoi la langue française avait une importance pour vous? Pour s'intégrer dans la communauté, pour parler avec les autres, comme ça, parce que, tu sais, ici, la langue première, c'est la langue française. C'est la langue française, donc vous voulez sentir oui. que vous faisiez partie de la société, en fait. Oui, c'est ça. Bon. Et quelle était la plus grande difficulté d'adaptation et d'intégration? Est-ce que vous trouvez que c'est la langue ou c'est vraiment la culture québécoise qui était plus difficile? Non, la langue, c'est très bien, mais le problème, c'est le froid. Le froid, oui. On n'est pas habitué. Ça prend des années apparemment. Le froid et la distance, c'est un pays très grand. Oui. Là-bas, les pays sont petits, on peut arriver dans 10 minutes, 15 minutes, et si tu as besoin de 2 heures, 3 heures pour arriver dans n'importe quoi. Oui.
Est-ce que vous vous sentez déjà intégré à la société québécoise? Est-ce que vous sentez déjà que vous faites partie de la famille et que Oui. c'est déjà acquis? Oui, oui, mais pas 100%. On peut dire 70% parce que j'ai besoin de trouver un travail parce que j'ai pas travaillé encore. Ok. J'aime pas être, comme on dit, paresseuse. Je veux travailler, je veux vous voulez être... contribuer oui, à la oui, société oui, c'est ça. en travaillant puis en étant fier de oui, ce que oui. vous allez faire. Mais je vous souhaite vraiment bonne chance. Je suis sûre que ça va super bien aller. Vous êtes adorable. Merci. Puis je suis sûre que ça va bien aller. Puis je suis sûre que aussi, je vous souhaite le meilleur du monde ici. Puis je souhaite que vous vous sentez à la maison ici et que les gens vous fassent sentir comme ça. Merci, bonne Merci. journée. Rebonjour. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait d'où provenait l'accent québécois. On avait discuté que sous le régime français, on parlait à la vieille façon de la cour de France, de la noblesse, et que lors de la Révolution française, tout avait changé. On avait adopté une autre manière, celle de la bourgeoisie. Il y a une chose à noter qui est intéressante, c'est qu'à l'époque de la Nouvelle-France, on avait remarqué, les voyageurs qui venaient ici, que la manière de parler, elle était semblable autant chez l'élite de la colonie que chez la population. Et lorsque des Français reviennent ici 50 ans après, lors du 19e siècle, on remarque que tout le monde parle pareil, mais à l'ancienne, de façon archaïque. On est dans l'ancienne manière. On regarde la manière de parler ici de haut, comme ils sont restés figés dans le temps. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on trouvait que la langue était molle en disant, par exemple, le valet, à la place de leur valet. 4 à la place de 4. On retrouvait aussi un nœud à la place d'un œuf. On retrouvait aussi, à la place d'obstiné, ostiné. Alors, on retrouve aussi nayer, noyer. Craire pour croire. Alors, il y a toutes sortes d'expressions qui sont restées ici et que les voyageurs du 19e siècle, d'après les révolutions, d'après la Révolution, vont trouver un petit peu archaïque. Avec les années qui passent, la langue française va faire rupture avec l'ancienne manière de parler, la manière de la noblesse. Il faut arriver au 20e siècle, vraiment, avec l'instruction publique en 1943. C'est une première phase où on va uniformiser la manière de parler le français. Et il va y arriver aussi les médias. Les gens vont être influencés par les médias. Par exemple, la création de Radio-Canada en 1936, la télévision de Radio-Canada en 1952. Et aussi, il va y avoir aussi la Révolution pas la Révolution française, la Révolution tranquille, où le Québec s'affirme comme société francophone. Il va y avoir aussi l'arrivée de la loi, des lois linguistiques, où on affirme le français. Et à travers tout ce cheminement-là, on va avoir un français un peu plus normatif, mais il y a encore des survivances du vieux français dans notre langue. Vous allez le voir quand vous allez voir votre famille des fois en région. Toi, moi, va à droite. C'est des choses qu'on remarque encore aujourd'hui. Monsieur Guy Ménard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même. Très bien, merci. Alors vous, Monsieur Ménard, vous êtes le président de l'association Québec-France de Laval, c'est bien ça? C'est exact. Et vous faites aussi partie de la dictée lavalloise. Oui, je coordonne cet événement-là annuellement, oui. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Bien, écoutez, je pense que c'est pas nouveau pour personne de voir que présentement, au Québec, dans notre communauté, le français, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. La sauvegarde du français, hein, on devrait avoir ça comme priorité partout. Et ben, un petit peu, c'est ce on prend le drapeau et puis on essaie de faire en sorte que la langue française y trouve son compte, finalement. Oui. Et c'est quoi le rôle de la dictée lavalloise là-dedans, dans la préservation du français? Bien, le rôle de la dictée lavalloise, c'est d'inciter les Lavallois à participer et à venir faire en sorte que... C'est en développant des choses et c'est en apprenant que finalement, on devient bon en français. Hein. Moi, j'ai déjà vu quelque chose d'extraordinaire. Un papa vietnamien et une maman vietnamienne qui sont arrivés à un bon moment donné et puis qui ne parlaient pas un mot de français et puis qui sont venus enregistrer leurs jeunes à la dictée lavalloise. Ben, moi, je trouve ça
Fantastique. C'est pour ça qu'on travaille finalement. C'est pour inciter les gens à être versés à la langue française. Des fois, on prend des téléphones assez souvent et puis les gens s'enregistrent par téléphone assez souvent. Et puis, les dames qui prennent des téléphones me disent bah, c'est complètement des noms étrangers. Bien, c'est pour ça, finalement. Des noms étrangers, hein, les gens, les émigrés qui arrivent ici, qui normalement, la plupart vont vers l'anglais. Bien, nous, c'est justement pour ça qu'on travaille. C'est de les amener à comprendre et à pratiquer et à faire du français leur langue officielle. C'est pour ça. Et qu'est-ce qui vous pousse, vous, personnellement, à militer pour la préservation de la langue française? Bien, écoutez, à l'Association Québec-France, c'est évident que nous, qu'est-ce que c'est la priorité? C'est la découverte du pays d'en face, qui est la France. La France, nos ancêtres, ce sont nos ancêtres. Et puis, bien, nous, on veut préserver la langue qu'on a héritée. C'est aussi simple que ça. Pensez-vous que c'est une richesse ici au Québec avec toutes les cultures qui sont mélangées à nous? On ne devrait jamais se poser la question. Le français, c'est là, c'était dans nos origines et c'est là pour rester. Et c'est à nous de faire en sorte de préserver la langue. C'est aussi simple. Qu'est-ce qui vous rend fier dans la langue française? Ah, mais qu'est-ce qui nous rend fier? C'est nos origines. Dans le fond, on va dire, c'est de là que c'est parti. Et puis, normalement, on se tourne vers nos origines. Et puis, je trouve que c'est une belle langue. C'est définitif. Une des plus belles langues au monde. Et mis à part la dictée, c'est quoi les autres moyens qui sont mis en place pour promouvoir le français? Il y en a plusieurs, mais ça ne dépend pas de nous, évidemment. Ça dépend des gouvernements qui mettent des choses en place pour intéresser les gens, les éduquer vers le français. Mais on n'est peut-être pas aux premières loges de ces lois-là, mais chose certaine, nous, on fait notre possible dans notre milieu pour qu'on parle français le plus souvent possible. Et qu'on l'écrive bien, c'est important. Oui. Il ne s'agit pas juste de le parler, hein, il s'agit de l'écrire. Comme je dis. Ça se perd vraiment, même au niveau des personnes, des originaires d'ici, des jeunes. Ça se perd, le français. Hein, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur les téléphones, les cellulaires. Puis le français en prend un coup. Mm-hmm. Mais je pense que finalement, avec ce qu'on met en place, en tout cas, la dictée lavalloise est là pour préserver la langue. Et puis leur démontrer que finalement, on doit la parler bien, mais qu'on doit également l'écrire bien. Merci pour votre implication. Merci de préserver notre langue, M. Ménard. Ce fut un plaisir de vous recevoir ici. À une prochaine. À la prochaine. Merci. À Florence et moi s'ajoute d'ailleurs un monsieur qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le courant de l'émission, M. Jim Bragos de Prémont Harley-Davidson. Et le jeune homme qui est à côté de moi, je le connais à peine. Imaginez, c'est mon fils, Cédric Rémy, qui est, entre autres, comment je veux te présenter? Entrepreneur. Entrepreneur. Non, attends, il y a plus que ça. Écoute, consultant en marketing numérique. Hein? Exact. Et fondateur de Rémy Média. Ben oui, il y a une compagnie qui porte maintenant notre nom. Une compagnie 100% francophone. 100% francophone. D'abord, tu étais très bonne en entrevue avec ce monsieur qui nous a parlé de différentes choses. Qu'est-ce que toi, tu as retenu, entre autres, de cette entrevue avec monsieur? Mais en fait, je trouve ça très bien qu'il y ait des mesures mises en place pour encourager un bon français écrit. Parce que c'est vrai, comme il disait, avec tout ce qui se passe sur les téléphones, les textos, on veut faire ça vite, fait qu'on fait des petits raccourcis. Parfois, on ne prend pas la peine de bien écrire. Et c'est aussi le fait que les gens qui nous écrivent, tout ce qu'on voit, le cerveau enregistre. Hein? Alors, les gens qui écrivent un petit peu à la va-vite, qui ne prennent pas le temps de bien conjuguer, bien, à force de voir ces informations-là, c'est vrai que ça peut rester, ouais. En effet. Puis, on le sait très bien, la langue française, c'est une langue qui est difficile à écrire, très complexe, beaucoup d'exceptions, beaucoup de règles. Puis, le fait d'encourager par une dictée comme celle-là, les jeunes et les moins jeunes aussi, à faire attention à comment ils écrivent. Je trouve ça très, très bien. D'ailleurs, je vais tout de suite interpeller Cédric, parce que Cédric, quand il écrit ses messages textes, il ne fait pas d'abréviation. Et ça, non, pas d'abréviation, mais cependant, ce que j'ai remarqué pour parler des appareils électroniques puis les médias sociaux, parce que c'est pas mal dans mon domaine d'être présent sur le web pour des entreprises, je remarque beaucoup que sur Facebook, Instagram, peu importe les plateformes, beaucoup de gens, et surtout nous, les jeunes, notre génération, on écrit beaucoup
au français oral. Oui. Ce qui n'est pas, pas si négatif, parce qu'au moins, ils écrivent en français, comparé à certains influenceurs sur Instagram qui sont québécois de souche, mais qui écrivent toujours en anglais. Mais pareil, l'inconvénient d'écrire au français oral, ça peut justement... au niveau de la grammaire, au niveau de... On peut croire que c'est ça la façon d'écrire le mot. Ben c'est ça. Puis malheureusement, à long terme, ça fait qu'on prend pour acquis que ce sont les mots qu'il faut écrire en français et ce n'est pas ça. Il faut si je peux rajouter, ça. je crois que le fait que la lecture se perd aussi, c'est quelque chose qui nuit beaucoup. Parce que le fait de lire, on voit comment c'est. Ben, absolument. Aussi, mais on voit la différence entre le français oral et le français écrit aussi. Puis étant donné que les gens lisent de moins en moins, bien, c'est sûr que ça aide pas beaucoup à ce niveau-là. Jim, est-ce que vos enfants vous textent avec des abréviations? Ça arrive-tu? Abréviation, je ne sais pas. Vraiment, je l'écris comme il faut. Mais merci pour Google Text parce que si j'avais fait Google Translate, ce serait très difficile pour moi parce que c'est pas ma première langue. Qu'est-ce qui arrive souvent, je me trouve de chercher sur l'Internet pour le bien écrire. Puis le bien. C'est ça, exactement. Parce que tu ne peux pas aussi envoyer un texte qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, ou même un message ou quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois que je le fais, il faut que je... Puis comment est-ce qu'on transmet ça à ses enfants? Parce que vous le disiez en entrevue, vous avez envoyé vos enfants dans une école d'immersion francophone. Comment est-ce qu'on entretient ça, justement, la qualité de la langue française? Non seulement parlée, mais aussi écrite. Pour eux, c'est un peu plus facile parce que c'est leur première langue. C'est-à-dire que je suis pas vraiment capable de le gérer pour eux, mais je sais que ils textent entre eux, puis ils parlent en français, c'est-à-dire, puis avec les amis. Puis je vois des fois les textes qui sont envoyés, mais qu'est-ce qui est arrivé aussi avec la jeunesse, c'est coupe tout. Ouais. C'est pas un mot, puis avec aussi les corrections que tu as sur le téléphone, des fois, tu sais, ça ne traduit pas bien ou ça, tu sais, ça donne un autre mot. Mais souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que il corrige, il le renvoie ou quelque chose, mais c'est juste dur de le suivre. Tu peux pas le suivre parce qu'honnêtement, c'est comme... ça a rendu un autre monde, ça a rendu une autre langue. Puis il n'utilise plus la chose. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est vraiment quand on parle de langue. Puis pas seulement le français, l'anglais avec. Tu sais, maintenant, il est rendu aux États-Unis qu'il utilise le mot comme tu le dis, puis pas comme c'est écrit. Puis c'est correct avec l'école. Puis moi, je le trouve absolument... c'est absolument ridicule. On va amener le sujet des anglicismes. Et d'ailleurs, Cédric, tu en as placé un. J'ai dit that's it au début. Oui, je sais, mais il y en a partout, puis on s'en sert partout. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour les détecter et surtout les éliminer, essayer de trouver le bon mot? Je ne suis pas certaine que de les éliminer, c'est nécessairement la bonne chose à faire au niveau du français parlé. Parce que, on le sait, c'est quelque chose qui est très, très, très présent, les anglicismes. On est entouré d'anglophones. On est entouré de cette langue dans notre quotidien, que ce soit à la radio, que ce soit dans la musique, que ce soit peu importe. Donc, c'est correct qu'on en ait autant? Bien, je pense que, malgré le fait que je suis une amoureuse de la langue française, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrer, les anglicismes. Je pense que, autant ici qu'en France, par exemple, lorsqu'on parle de magasinage, c'est du shopping. Oui, c'est des mots qui sont rendus... qui font partie de la culture à présent aussi, dans le français moderne. En termes d'entreprise, je parle, mettons, avec le chapeau d'entrepreneur, il y a des thèmes, par exemple, dans le marketing numérique, exemple, funnel de vente ou Facebook Ad. On ne dit même pas publicité Facebook, on dit Facebook Ad. Ce sont ajouter des gens, c'est même plus ça, c'est adder des gens, exactement. Je pense pas, comme Florence dit, qu'on va pouvoir les bannir, les éliminer, mais je pense que juste d'en prendre conscience, comme quand moi j'ai dit that's it en début d'émission, je m'en suis tout de suite rendu compte que j'ai dit un anglicisme. Je pense que d'en prendre conscience, puis peut-être de le réduire un peu plus, ça peut aider. Puis on peut les franciser, ces mots-là, au fur et à mesure, et c'est ce qu'on fait très bien d'ailleurs au Québec. On continue la discussion un petit peu plus tard, restez autour de la table. On poursuit avec la langue de chez nous. Mon invité d'aujourd'hui est un Québécois de parents portugais. C'est un ancien directeur d'école et c'est un homme qui a vu l'évolution de la langue française dans l'enseignement. Je reçois M. Daniel Moniz. Bonjour, Daniel. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Daniel, premièrement, j'aimerais savoir un peu ton histoire. Mes parents sont arrivés, en fait, mon père est arrivé ici en 1954, lors de la première immigration portugaise vers le Québec. Il est arrivé seul, en laissant ma mère derrière et mon petit frère, mon grand frère, c'est-à-dire qui a maintenant 67 ans, qui est arrivé ici à l'âge de 5 ans. Okay. Alors, mon père est arrivé ici en 54, il est venu s'installer, travailler dans les chemins de fer.
ne connaissant pas le pays, ne connaissant pas la température, ne connaissant rien de tout ça, est allé s'installer vers Shefferville, Sept-Îles, travailler sur les chemins de fer. 4 ans plus tard, il est retourné chercher ma mère et mon frère. Ils sont venus s'installer à Laval et ont décidé de fonder la famille vraiment à cet endroit-là. Et de nous favoriser, nous, les trois frères, parce qu'on est 3 frères, de nous favoriser dans des études vraiment plus avancées, sachant très bien qu'en s'intégrant au Québec, on avait besoin d'avoir des études et de faire notre vie au Québec selon les standards du Québec et selon la culture du Québec. Donc, on a eu la chance d'avoir des cours universitaires et de faire nos vies à travers leurs valeurs, à travers leurs valeurs, évidemment, mais aussi en respect de ce que c'est que le Québec. Parfait. Donc, à la maison, est-ce que vous parliez vraiment juste portugais ou vous parlez aussi un peu français? C'est-à-dire qu'avec mes parents, ça se passait toujours en portugais à la maison. Quelques mots de français à l'occasion pour rigoler. Avec mes frères à la maison, en français dans la maison. Évidemment, à l'extérieur de la maison, en français avec les amis. Pour compléter un petit peu aussi derrière les parents. Absolument. C'est comme ça que ça se passait entre mes frères et moi. Puis à l'extérieur de la maison, ça se passait définitivement en français parce qu'on était dans un environnement où c'était beaucoup plus francophone, avec quelques autres nationalités aussi, dont des Italiens, des Grecs, mais beaucoup aussi des Juifs, qui, eux, utilisaient évidemment la langue anglophone beaucoup plus que la langue francophone. Et tu as été directeur d'école pendant combien d'années? De 1993 à 2008, j'ai été directeur d'école secondaire, primaire, éducation des adultes. Et après ce passage comme directeur d'école, je me suis retrouvé au bureau chef, au service de l'enseignement. Et pendant vos années dans les établissements scolaires, comment pouvez-vous décrire l'évolution du français? Est-ce que je peux remonter jusqu'au moment où j'étais prof? Exactement. Parce qu'un jour, avant de devenir directeur d'école, j'ai été prof et j'ai enseigné dans l'école secondaire où j'ai fait mes cours. Donc, quand j'étais dans les années 70 comme élève, on avait des souches purement francophones dans le quartier Saint-Martin, duquel je suis issu. Et il y avait des Laverdières, des Dauphinais, des Hébert, des Lamoureux et des Tremblay, des Tremblay, vraiment des noms francophones dans les années 70. Quand j'ai commencé à enseigner dans les années 80, il commençait déjà à avoir un petit courant d'immigration un peu plus grand, avec des Haïtiens, plus des Haïtiens qui arrivaient et qui s'installaient au Québec. Mais depuis ces années-là, beaucoup d'autres nationalités ont suivi. Et j'ai été directeur d'école dans des écoles purement francophones, dans le quartier Domaine Renault ici, pour ne pas le nommer, l'école Simon-Vanier, où il y avait 90 % de francophones, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, j'ai été mandaté dans une autre école qui était l'école L'Harmonie, dans Chemédé, où il y avait, à mon arrivée en 2000, à peu près 79 % d'allophones. Il y a quand même une grosse majeure différence. Des allophones et je pense qu'il y avait à l'époque déjà une quarantaine de nationalités différentes dans l'école dans les années 2000, début des années 2000. C'est beaucoup de culture maintenant dans nos différentes écoles. Florence Lefebvre Gagnon, purement québécoise. Oui. Mais là, on va se tourner vers des gens qui ont double origine, grecque et bien sûr canadienne. Et Cédric, qui est à la fois canadien, mais aussi vénézuélien. Est-ce que vous sentez comment je vous dirais, cette double culture-là? Est-ce que vous la sentez? Oui, c'est sûr que moi, je la sens beaucoup. Ayant grandi à NDG, été dans une école à Côte-des-Neiges, j'étais moitié québécois, moitié latino. Donc, c'est sûr que moi, j'ai vu beaucoup le multiculturalisme. Et la richesse que j'ai eue lorsque j'étais enfant chez nous avec ma mère, c'est qu'elle me parlait français, anglais, espagnol. On regardait des films en français, anglais, espagnol et on lisait des livres en français, anglais, espagnol. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que je parle aussi bien le français, l'anglais et l'espagnol. Jim, il reste quoi de la culture grecque dans votre famille? Pour moi, j'ai parlé grec quand j'étais jeune. Mes parents parlaient la langue. Mon père était plus, ma mère parlait 3 langues. Mon père parlait anglais et grec. C'est un peu quelque chose quand on parlait dans la maison, c'était grec. C'est-à-dire que je l'ai appris, mais j'ai grandi avec le grec. Mais normalement, le monde ne connaît pas que le grec est très commun avec les personnes québécoises. Tu sais, à part la nourriture, puis je sais que pas beaucoup de monde savent, mais la religion est la même chose, parce que le monde ne sait pas que le catholique puis le grec orthodoxe, c'est la même religion. On a juste un couple de choses qui diffèrent, mais c'est essentiellement la même chose. C'est-à-dire, c'était...
pour moi, j'étais grandi grec, mais québécois en même temps. Les deux. Tu sais, je suis aussi canadien, je peux le dire aussi, mais c'est... Est-ce que les enfants sentent leur héritage grec? Oui, absolument. Oui, ils sentent bien. Oui, ils sentent bien. Mais aussi l'héritage québécois. Tu sais, parce qu'on a ça aussi, c'est pas seulement le grec. Ici, c'est multiculturel. Puis ça, c'est la plus belle chose de Québec. Tu peux être deux choses. C'est pas nécessaire que tu aies une. Puis tu peux l'apprécier les deux puis respecter un à l'autre. Si on respecte quelque chose, c'est tout ce que ça prend. Puis après ça. Toi, à l'école, est-ce que tu as commencé à avoir justement des gens qui étaient plus des Tremblay, des Lebrun et des Leblanc? Bien, certainement, certainement. Comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai grandi dans un quartier très, très multiculturel. D'ailleurs, à 2 pas de chez moi, il y a un temple chinois qui est installé et qui a sa place dans notre quartier. Je pense que le mélange de cultures, ça peut être une richesse autant pour nous, les Québécois, que pour les autres cultures qui arrivent ici, qui se mélangent à nous, mais qui se mélangent aussi aux autres cultures qui sont en train de s'établir ici. Je pense que d'apprendre le français, puis en même temps de garder ses origines, c'est quelque chose de magnifique, en fait. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre le goût de la langue française aux nouveaux arrivants? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous le faites vous-même? Bien, tout simplement, c'est avec la langue. Donc, comme on disait plus tôt, simplement de juste parler le français, d'écouter les nouveaux arrivants, apprendre le français, essayer de les corriger, comme on a dit, mais de manière gentille. Je pense qu'en faisant ça juste au début avec la langue, ça peut aider. Et on l'a parlé aussi au niveau de la culture, bien, ça aide beaucoup au niveau de l'intégration. Est-ce que c'est ma perception? J'ai l'impression que les premiers Grecs parlaient surtout le grec et l'anglais au départ, et ensuite la francisation s'est sentie dans la communauté. Oui, exactement comme ça. Quand j'étais jeune, la plupart du monde parlait anglais et grec. Puis après ça, il n'y avait pas grande influence de français. Mais dépendant le parent, puis aussi l'éducation des parents, ça, c'est ce qui a changé beaucoup. Ma mère était très bien éduquée. Elle a fini l'université en grec, c'est-à-dire que quand on est rentré ici, puis nous, on a appris toujours qu'il faut qu'on prenne la culture, puis où est-ce qu'on va. Si tu vas quelque part, tu vas prendre la culture. Puis nous, on était toujours appris, écoute, tu vis ici, tu parles le français. Donc, c'est sine qua non. Si on vit au Québec, on apprend le français. Il n'y a pas de... Pour ma mère, pour mon père, c'est ça, il n'y a pas d'exception. Puis tu sais jamais qu'est-ce que la vie va te donner. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé aux États-Unis. Ça veut dire que j'ai appris d'autres langues aussi, en même temps. Mais c'est très important d'apprendre la langue. Ici, premièrement, c'est super belle comme langue. C'est vrai. En anglais, on a le terme « language of love », c'est une des plus belles. Le langage de l'amour. D'amour, exactement. Il ne faut pas négliger que le français, c'est une richesse, pas juste au Québec, mais à travers le monde. C'est sûr qu'en vivant en Amérique du Nord, on est entouré du Canada anglais et des États-Unis au sud, mais en Europe et en Afrique, il y a quand même beaucoup de pays qui ont le français comme langue première ou langue seconde. Donc, c'est une belle opportunité, que ce soit pour l'emploi ou tout simplement voyager. Puis il s'agit de voyager, justement. Hein? Oui. Bien, il faut dire aussi que le fait de parler une autre langue ici que le français, tout en parlant français, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de très bien, d'ailleurs. Ça va nous permettre de voyager, de justement, lorsqu'on... Communiquer avec d'autres oui, gens à travers le puis monde. lorsqu'on voyage, de s'intégrer aux gens avec qui on voyage. Moi, à l'école, j'avais des cours d'espagnol, des cours d'anglais. Ça me sert beaucoup. Et comment va tu espagnol? Muy bien. Muy bien, muy perfecto. Bon, ben, ça va conclure notre belle table. Florence, merci infiniment. C'est un plaisir. Merci, Jim. Merci, Cédric. C'est un plaisir. On poursuit avec la langue de Chine. À la maison, quand vous parlez avec vos enfants, est-ce que c'est le français ou vous parlez arabe? Non, on parle arabe, mais mes enfants parlent ensemble en français quand ils jouent et elles m'aident aussi parce qu'il y a peut-être les mots que je prononce faux, mais mes enfants m'aident à prononcer. Donc, ça devient un peu comme une chimie entre vous et vos enfants d'apprendre le français aussi en même temps et qu'eux vous aident, vous les aidez aussi. Oui. Donc, c'est important pour vous aussi de pouvoir communiquer avec vos enfants, puis dans la langue que vos enfants ont aussi choisie, j'imagine. Oui. Voilà qui conclut notre deuxième émission d'une série de 3. J'aimerais remercier les gens qui sont venus en studio, mais également qui ont témoigné de leur attachement à la langue française. Et en terminant, je vous présente un autre extrait de cette entrevue que j'ai eu la chance de réaliser avec celui qui est en quelque sorte notre parrain honorifique, qui a écrit, je vous dirais, la plus belle chanson sur la langue française. Il est d'ailleurs en tournée à travers le Québec. Voici donc un extrait de cette entrevue avec Yves Dutheil. Quelle est la position du Québec versus ce que vous voyez à travers le monde? Est-ce que notre français est bien utilisé? Est-ce
est-ce qu'on, comment je vous dirais, est-ce qu'on le valorise au point où on devrait le valoriser, selon vous? Je pense que oui. Je pense que le français ou une langue, quelle qu'elle soit, c'est pas juste la langue. C'est aussi la technologie, c'est aussi l'industrie, c'est aussi l'informatique, les inventions. Et à chaque fois qu'un francophone, en fait, invente quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde, je parle de, que ce soit le TGV, que ce soit l'hydroptère, que ce soit en informatique des nouvelles applications, à chaque fois, il y a un terme français qui vient battre en brèche un terme anglais en le prenant de vitesse. Et ça, j'adore ça, parce que finalement, le combat, il est peut-être là aussi. L'intelligence artificielle est un bel exemple de ça? Oui, alors l'intelligence artificielle, évidemment, elle est en train de chercher sa place et de trouver sa place au milieu de toute notre technologie et de tous nos assistants informatiques. Mais ça fait partie, effectivement, de ce combat, de la même manière que les réseaux sociaux, que l'Internet, que les courriels ou les pourriels. En tout cas, la propagation d'une culture, aujourd'hui, elle passe nécessairement par l'Internet. Et c'est une révolution. Et ici, au Québec, est-ce qu'on parle un bon français? On est très inventif. J'ai pu le constater à de nombreuses reprises. Quand on parle chez nous de selfie, ici, on parle d'égo-portrait. Oui, c'est vrai. Chez nous, on chatte et ici, on clavarde. Chez nous, on parle parfois de software. Ici, ce sont des logiciels. Il y a toute cette inventivité, cette créativité du langage qui fait que le Québec est en pointe par rapport à l'utilisation du français. On peut en rire un peu aussi. Quelqu'un, c'était dans une émission, m'a fait remarquer que la différence entre un Français et un Québécois, c'est que le Français, il va stationner au parking et le Québécois, il va se parquer au stationnement. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais je trouve qu'il y a quand même dans la façon de vivre le français au Québec une poésie, une beauté des mots, dans les noms des sociétés, dans les slogans qu'on cherche pour valoriser telle ou telle chose. J'avais été frappé par une campagne pour les aveugles qui disait « Les aveugles, ça nous regarde ». La ceinture de sécurité, à l'époque, c'était il y a longtemps, mais on s'attache au Québec. Ouais. C'est pas que garder les mots, c'est garder les tournures, c'est aussi essayer de rester dans la ligne de la créativité.